C'est très simple. Zachary Peacock a effectivement des soucis personnels dont on avait connaissance. Hein, voilà. Simplement, on a accepté 2 fois de décaler son arrivée à sa demande au dernier moment, avec une communication quand même assez courte de sa part. On a accepté 2 fois, on a accepté une 3e fois en disant que voilà, à un moment donné, il fallait être fixé, il fallait qu'on sache à quoi s'en tenir, il nous fallait un peu de visibilité, et malheureusement la 3e fois, il n'était toujours pas dans l'avion. Donc effectivement, on a acté son absence et donc la nullité du contrat. Voilà. La deadline clairement était pour arriver hier matin au siège, parce qu'on ne pouvait pas repousser indéfiniment son arrivée. Et il ne s'agit pas de mettre en cause sa bonne foi, entre guillemets, et peut-être la gravité des soucis qu'il rencontre aux États-Unis. Hein. C'est pas ça l'enjeu. Hein. Mais on a considéré que c'était pas à nous d'assumer ces conséquences-là, et que nous on a des objectifs à court terme, à moyen terme, et que bon, voilà, on avait besoin d'en savoir plus. Et là, on manquait clairement de visibilité et de garantie sur sa date d'arrivée. Donc à un moment donné, il faut trancher. Comment ça va se passer, parce que je suppose qu'il est en contrat avec vous. Le contrat est nul. D'accord. Et ça, c'est à voir encore avec les tribunaux ou... Je ne pense pas. Caducité du contrat. Le contrat est considéré n'avoir jamais existé, puisqu'il ne s'est pas présenté. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas l'enjeu, c'est pas l'objet, voilà, mais et je ne sais pas dans quel état d'esprit il est d'ailleurs, mais pour nous il n'y a pas d'ambiguïté. Et du coup, c'est pas là va se mettre à la recherche d'un autre joueur dans le même profil. D'un autre joueur, oui, du même profil, je vais laisser le coach développer si évidemment, mais oui, un autre joueur, bien sûr, on a besoin. Ces sushis, du coup, c'est par rapport à son petit frère, par rapport au procès, ou c'est par rapport à la garde Non, je crois que c'est par rapport à la garde de sa fille. Voilà. Mais on est en recherche active. Le marché est un petit peu tendu. Voilà, donc on verra. Toujours dans la même idée d'avoir un 4-5 qui shoot à 3 points, qui a une bonne connaissance de jeu, qui apporte du rebond, qui apporte aussi de l'intensité. Ouais, ça reste. On essaye de trouver dans ce profil-là idoine. Après, je garantis pas qu'on arrivera à le trouver, mais on va essayer. Ce rendez-vous européen, ça reste un objectif. On s'est battu l'année dernière, il me semble, ardemment, malgré des circonstances assez inédites. Et on mérite d'aller dans ce tournoi. Donc je vois pas pourquoi on ferait pas tout pour être au maximum de nos possibilités. Donc effectivement, on sera pas à 100%. Effectivement, les événements de ce début de pré-saison sont pas idéaux, mais il n'empêche que, comme l'année dernière, quelles que soient les circonstances, on essaiera. Pourquoi ? Ouais, parce qu'on fera tout à 100%. Il n'y a personne qui peut garantir une qualification. N'importe quelle équipe est capable de battre n'importe quelle équipe. Que ce soit nous en championnat, malgré les énormes mastodontes, sur un match, on peut arriver à les battre. Sur 100, peut-être pas les 100, hein, on est bien d'accord, mais sur un match, peut-être qu'on arrivera à le battre. C'est pareil, ça vaut pour tout le monde. Donc nous, on se concentre sur nous-mêmes. Et je peux vous garantir que les joueurs sont concernés par ça. D'ailleurs, en regardant un peu plus les rosters qui se font petit à petit, quelle est finalement l'équipe épouvantail Prométhée, je crois, c'est quand même le gros recrutement. Ouais, le papier, il n'a jamais rien gagné, donc on verra ça là-bas. J'aime bien quand t'es comme ça. Ouais, mais je suis déterminé. Déjà, le fait de penser qu'on puisse être éliminé, ça, je veux pas. Voilà, on y va pour se qualifier, point. On pense qu'à ça. Si on parle un petit peu maintenant d'objectifs, outre la BCL, la Betclic Elite, du coup, j'imagine que le top 8. Enfin, le maintien ? L'objectif. Non, ça c'est pour Cholet. C'est pas gentil. Non, le maintien, vous pouvez me rappeler qui est descendu l'année dernière de Jeep Elite ? Vous l'avez à l'esprit ? Vous me rappelez quand est-ce qu'ils ont été champions de France la dernière fois ? Non, 2017. C'était l'Asvel en 2016, j'y étais. Un an avant nous. Juste un an avant nous. Donc, non, mais je le dis comme ça, mais bon, évidemment qu'on a plus d'ambition que ça, mais il faut être très prudent et faire preuve de beaucoup d'humilité sur ce championnat. On vous le dit chaque année et on ne cessera de le répéter.
c'est parce que tous les clubs progressent et que vous n'êtes pas à l'abri d'une spirale négative, d'un joueur ou deux majeurs qui ne s'intègrent pas, qui ne sont pas au niveau, qui se blessent, une série de défaites. Voilà, il peut y avoir pas mal de choses et vous n'arrivez pas à rétablir la situation. C'est ce qui s'est passé pour Chalon-sur-Saône l'année dernière, qui est un club qui est structuré, qui a des moyens, et malgré tout, ils sont descendus. Donc ça doit vraiment interpeller tout le monde. Si ce n'était pas le cas. Moi, je peux vous assurer que c'est le cas, vous le savez, depuis des années. Alors évidemment qu'on vise mieux que ça, hein, évidemment, mais on va faire dans l'ordre des choses, c'est d'abord le maintien. Et puis après, effectivement, si on pense que le maintien est en très bonne voie, on visera une place en play-off. Ouais. Évidemment, on est programmé pour ça et on travaille pour ça. Et je pense qu'on a les moyens sportifs, sous peu que tout se goupille bien et qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise pour faire ça. Mais toujours pareil, définir des objectifs en début de saison, vous savez, ça n'a pas grand intérêt. Et puis, moi, je préfère qu'on les définisse dans l'intimité du vestiaire et qu'on se dise, nous, où on veut aller, ce qu'on cherche. Après, écoutez, on prendra le premier match et puis on essaiera déjà de gagner le tour préliminaire de BCL. Puis après, on essaiera de battre les Boulogne le samedi 2. Puis après, on vous parlera du match suivant. Voilà, vraiment. Le samedi 2, donc en public, dans Georges Plaine, logiquement. Alors, à l'heure où on se parle, oui. À l'heure où on se parle, il n'y a pas de raison, sous réserve d'un protocole sanitaire évidemment, c'est-à-dire du port des masques dans la salle. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui, mais on n'est que le 25 août, il peut se passer plein de choses d'ici le 2 octobre, donc je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Moi, j'ai pas encore pris contact avec la préfecture parce que je considère que c'est trop tôt. On va attendre encore une quinzaine de jours pour voir avec eux les modalités justement de l'organisation de ce match, mais aujourd'hui, vous avez bien vu en foot, hein, les stades, il n'y a pas de limite. Le PSG, mais pas que le PSG. Le Stade Rennais a fait le plein contre Nantes dimanche, il me semble. Donc nous, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, simplement, pas sanitaire. Donc ça signifiera aussi, mais on aura le temps d'en reparler, qu'il faudra faire en sorte que le public arrive un peu plus tôt à la salle, sûrement, pour se plier aussi au contrôle, prenne l'habitude de sortir son téléphone pour montrer son passe sanitaire. Ça sera essentiellement avec le téléphone, mais vous savez, si vous arrivez et que vous ne l'avez pas préparé, vous perdez 25 secondes. On a contrôlé. Ouais, chacun est libre. Après, moi, je ne sais pas si on est habilité à contrôler ce genre de QR code. Je ne suis pas sûr. Donc ça, je verrai avec la préfecture, mais à mon avis, ça ne passera pas. Donc on demandera aussi que ça soit doublé par le téléphone quand même. Voilà. Donc la présence du public et d'un deuxième code aussi. Oui. Il y a un de vos codes. Oui. Quelque chose qui va vous faire plaisir, j'imagine. Oui, parce que on a toujours besoin de dynamiser encore un peu plus la salle. Voilà, les félins font un gros boulot depuis des années. Là, il y a effectivement des jeunes. Ce sont essentiellement des jeunes qui ont pris contact avec Eric Magnéto pour voir ce qu'il était possible de faire. Nous, on n'est pas à l'initiative de ce club, mais par contre, évidemment, on l'a validé. Ils seront situés en face pour se répondre avec les félins. Et puis, on va essayer de créer une sorte d'émulation entre eux pour que ça rejaillisse sur tout le monde dans la salle. Voilà. Plus on aura de supporters actifs qui feront du bruit, mieux ce sera pour l'équipe. Prize money en cas de qualif au tour principal? Non, enfin au tour principal, oui, ici il y a une petite somme qui est, je ne vais pas vous dire ridicule parce que c'est jamais ridicule, mais qui est pas, je pense qu'il couvrirait limite les frais qu'on va engager pour aller à Sofia, vous voyez. Donc ça ne va pas changer le budget si c'est le sens de votre question. C'était ça le sens de votre question, hein, j'ai bien compris. Hein. Pourquoi vous demandez pas les choses plus simplement? On n'aura pas un petit million supplémentaire. Voilà. Par contre, il y a effectivement un prize money qui est conséquent. Ensuite, si vous qualifiez pour le top 16, quart de finale, le Final Four et ainsi de suite. C'est le même que l'année dernière Oui, c'est les mêmes que les dernières. Honnêtement, je les ai pas en tête. Je sais que c'est très intéressant à partir du moment où vous êtes au Final Four. Mais même Strasbourg, qui était au Final Four l'année dernière, je dis pas de bêtises, hein. Oui, c'était au Final Four. En gros, ça a permis tout juste de payer les primes des joueurs. Et les primes, c'est quelque chose que vous n'inscrivez pas dans votre budget prévisionnel, enfin à un certain niveau. Enfin, je ne sais pas comment font les autres clubs, mais enfin nous c'est comme ça qu'on fait. Vous mettez pas dans votre budget les primes pour le Final Four. Vous pouvez les avoir validées avec les joueurs, ça peut être signé, mais vous ne les inscrivez pas dans le budget prêt. Puisque vous considérez que si jamais c'est atteint, de toute façon l'argent du prize money versé par la BCL permettra de couvrir ces frais-là. Voilà. De mémoire, je crois que c'était 150 000 euros. Ça sera vérifié, mais je crois que c'est 150 000 euros qu'a touché Strasbourg pour le Final Four. Et après, par contre, le vainqueur, c'est très très intéressant. Je crois que c'est de l'ordre du million d'euros. Là, vous pouvez faire des choses. Sur le budget du
club, est-ce que la crise sanitaire a une incidence? Voilà, il y a moins de spectateurs, etc. Alors c'est toujours pareil, on parle soit du budget prévisionnel, soit de la projection. Sur le budget prévisionnel, on a considéré qu'on n'allait pas être si impacté que ça. Pourquoi ? Parce que les collectivités continuent de maintenir le club, de soutenir le club, de manière significative et sans baisse malgré la situation. Sur les partenaires privés, globalement, on n'a pas pu voir tout le monde, mais avant l'été, on avait vu les principaux partenaires privés et à minima, c'était un maintien au même niveau, et même pour certains une augmentation, parce que tout le monde n'a pas souffert. Tout le monde n'a pas souffert du contexte. Certains ont su bien travailler avec. Voilà, il n'y a pas de malice dans mes propos, hein, mais c'est un constat. Et puis après, pour les abonnés, les spectateurs, c'est là qu'il y a le plus d'incertitude, puisqu'on ne sait pas comment ils vont réagir. On sait qu'ils sont en manque de basket, mais voilà, est-ce que ça va se concrétiser par des abonnements comme les années précédentes et une affluence à la salle? Voilà, on repose sur ces trois piliers-là, nous, hein, donc on a besoin des trois pour être performant. On a considéré que tout le monde serait au rendez-vous. Voilà. Dans ma manière de fonctionner, c'est les joueurs qui votent pour leur capitaine. C'était le cas l'année dernière, ce sera le cas cette année. Non, non, c'est pas les délégués de classe. Je suis candidat, je suis pas candidat. Les joueurs sont là pour élire celui qui leur semble être le meilleur capitaine, qui représente le mieux l'équipe. Donc à partir du moment où on fixe la règle qui est de dire élisez celui qui représente le mieux l'équipe, j'ai du mal à imaginer que ça soit quelqu'un d'autre que Terry, mais bon, voilà, ils voteront. La démocratie. Partie du groupe qui se connaît très bien, mais il y a une partie aussi qui ne connaissent pas. Ceux qui sont pas là, tu veux dire ? Par exemple. Et donc voilà, donc certainement, voilà, je pense que fin de semaine prochaine ou début de semaine d'après, mais. Ah, parce qu'on aura tout le monde la semaine prochaine ? J'espère bien, oui. Super. Bonne nouvelle, ça. Est-ce que du coup la présence de deux clubs français en Euroleague, l'Asvel et Monaco, ça peut peut-être aider le championnat de France? Pas en termes de visibilité, mais en termes de niveau? Bon, clairement, pour être en Euroleague, il faut un budget, donc des joueurs. Donc ça ne peut que tirer le basket français vers le haut. Forcément attirer, forcément de pouvoir aussi jouer contre ces équipes-là, se mesurer à des équipes qui jouent au plus haut niveau européen. Pour moi, ça ne peut que tirer tout le monde vers le haut, en tout cas sportivement. Tu as un petit peu budget, masse salariale La masse salariale est stable par rapport à l'année dernière. C'est-à-dire, ça correspond à... Faut raisonner quoi en pourcentage ? Parce que j'ai en chiffres, je vais vous dire des bêtises. Et puis je vais surtout attendre de voir sur quoi on communique exactement. Parce que une masse salariale, vous pouvez parler en net, en brut, en chargé. Vous pouvez parler que joueurs, staff, administratif. Il y a beaucoup de variables. Donc voilà, ce que je sais, c'est qu'on a sensiblement la même masse salariale que l'année dernière, malgré le contexte sanitaire, et qu'on doit toujours se positionner, à mon avis, entre la 6-7e et 8-9e masse salariale de la Ligue. Je pense que c'est dans ces eaux-là. Il peut y avoir des variables, évidemment, mais on doit être dans ces eaux-là. Donc c'est clair que Villeurbanne, Monaco, Boulogne notamment, et Bourg-en-Bresse maintenant, ont des masses salariales supérieures. Après, je crois que vraiment que ça se tient entre, je vais vous citer tout le monde, mais j'ai pas vu les chiffres, hein, mais je commence à connaître un petit peu, entre Dijon, Strasbourg, Nanterre, Limoges, Pau, Le Mans, Gravelines, tout à fait. Voilà, ça se tient. Alors, et après, si je veux dire pas n'importe quoi, mais s'il y a 100 000 euros d'écart chargé, honnêtement, c'est pas ça qui fait la différence sur le recrutement. Quand vous avez 500-600 000 euros, ouais, il y a un véritable impact, et voilà, mais 100 000 euros en plus ou en moins, c'est pas ça qui fait la différence. Voilà. Est-ce qu'il y a une politique claire de la LNB pour cette nouvelle saison? Parce que la saison dernière, on n'a pas forcément tout compris. Est-ce que cette année, il y a une politique claire? Je ne sais pas. Vous n'avez pas compris sur les dernières, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? La gestion du calendrier, par exemple? Dites-le clairement, ça va plus simple. Voilà. La gestion du calendrier.
on a reproché beaucoup de choses à la Ligue l'année dernière. Sincèrement, je trouve ces reproches non fondés. C'est toujours facile après de dire il y avait qu'à, Faucon, et pourquoi on n'a pas fait ci, pourquoi on n'a pas fait ça. Alors je vais le redire une dernière fois sur la gestion du calendrier, parce que c'est effectivement un point de crispation important. Quand la Ligue a décidé d'arrêter le championnat au mois d'octobre, il était prévu une réouverture des salles au mois de décembre. D'accord ? L'économie du basket repose, à part quelques clubs, l'économie du basket repose essentiellement sur les recettes jour de match. Les recettes jour de match, ça correspond aux recettes billetterie spectateurs, ça correspond aux recettes partenaires privés dans le sens réceptif. Hospitalité. En basket, c'est pas avec la vente de votre maillot que vous fonctionnez. C'est pas il n'y a pas de club, mais un club qui va vendre très cher son maillot, qui va pouvoir se contenter de faire ça. Je parle pour 80% des clubs. Donc quand on vous dit que les salles doivent rouvrir au mois de décembre, vous vous dites on va attendre un petit peu avant de rejouer, parce que sinon on va se priver de recettes et on va se mettre en danger. Parce qu'à l'époque, précision importante, l'État, il n'y a pas de reproche dans ce que je vais dire, l'État ne donnait pas d'aide. Voilà. Donc après, c'est une sorte de spirale. Au mois de décembre, on vous dit il faut attendre le 20 janvier. Bon, on n'est plus très loin, on va attendre encore un petit peu. Vous attendez le 20 janvier. Et là, après, c'est encore un peu court. Mais là, l'État vous accorde des aides. Et là, ça change tout. Parce que si l'État, je répète, il n'y a pas de reproche, il ne faut pas que ça soit mal interprété, parce que l'État nous a considérablement soutenus l'année dernière. Mais si l'État avait dit dès le mois d'octobre, ne vous inquiétez pas, il y aura ces aides-là, donc vous pouvez continuer à jouer, on aurait pris le parti de jouer ces matchs-là à huis clos pour ne pas prendre plus de retard, évidemment. Mais on ne le savait pas. Donc effectivement, c'est facile de dire, au mois d'avril, il y avait qu'à, il fallait jouer avant, parce qu'évidemment, on arrive, on est fatigué, il y a de la casse, et il n'y a plus de lisibilité, et voilà. Donc je trouve ça franchement très facile et très loin de la réalité d'une gestion de crise au quotidien. Voilà. Mais après, les critiques, il n'y a pas de problème. Hein. Mais c'est bien d'avoir tous les arguments pour comprendre ce qui s'est passé. Voilà. Puis effectivement, après, oui, vous êtes obligé de jouer tous les 3 jours, c'est galère, c'est compliqué, on le savait. Bon, voilà. Alors, pour répondre après à votre question sur cette année, je ne sais pas, puisque j'ai pas eu de réunion LNB de l'été. Je ne fais plus partie du bureau de la Ligue nationale de basket. Voilà, je reste au CODIR, mais je ne fais plus partie du bureau, donc j'ai un petit peu moins d'informations qu'avant. Donc vous aurez un peu moins d'infos aussi en off, et mon coach aura beaucoup moins d'infos que d'habitude. Non, mais je sais pas, mais voilà, l'idée c'est forcément d'avoir une lisibilité et un calendrier stable, et voilà, et que les événements puissent s'organiser. Je parle du All-Star Game, je parle de la Leaders Cup, évidemment, et qu'on puisse faire des playoffs, des vrais playoffs qui sont le sel de notre compétition. Voilà. Si, on fait. Il y a quand même des joueurs qui sont là, donc on va pas non plus. Il y a Valentin Chéry qui est arrivé aux alentours du 9 août, qui est en pleine forme, qui est vraiment très bien sur les entraînements. Donc pour ces joueurs-là, pour tous ceux qui sont arrivés et qui sont là en bonne santé, je vais pas leur expliquer qu'on va attendre que les autres arrivent. Il faut qu'on avance. Donc on avance, et l'état d'esprit est vraiment très très bon, parce que ce n'est jamais évident pour des joueurs professionnels de commencer une année en sachant qu'on a une échéance et qu'il n'y a que 5-6 pros et 5-6 espoirs à côté. Pour autant, l'état d'esprit, j'ai l'impression que rien n'a changé. En tout cas. Après, il y a quand même des joueurs cadres qui sont restés. Et au-delà des performances sportives, de l'état d'esprit, on est garant. Ils sont garants de cet état d'esprit. Enfin, que ce soit Keza, Scott ou Terry notamment, il y a quand même des garanties là-dessus. Hein. Lui n'est pas revanchard. Il est déterminé. Non, c'est pareil. Il fait partie des joueurs les plus en forme sur la reprise. Il est arrivé vraiment en très bonne forme physique. Il a beaucoup travaillé cet été. Il a bien progressé l'année dernière. Donc c'est pour moi toujours la même idée, c'est-à-dire que quand il y a des absents, par blessure, laisse l'opportunité aussi à d'autres d'avoir un peu plus de responsabilité et de voir comment ils arrivent à gérer ça. Mathieu se comporte très bien. Je suis content qu'il soit là. Ce sera quoi un peu l'identité de jeu de ton équipe, forcément la date que l'on gagne? Chaque équipe a son histoire. Par contre, il y a une culture. Il y a une identité qui est claire. Les joueurs qui étaient là l'année dernière adhèrent à cette culture-là.
S'ils sont restés, c'est aussi pour cette raison-là, c'est parce qu'ils s'y retrouvent. Et je me suis assuré que les joueurs recrutés aient conscience de cette culture-là. Et voilà, ici c'est comme ça que ça se passe. Donc j'ai pas de doute là-dessus. Par contre, c'est sûr que cette nouvelle équipe aura sa propre histoire. On jouera différemment parce qu'on a des joueurs différents. Mais l'ADN ne bougera pas. Est-ce que Corneli est toujours avec vous Il est pas mal, hein. Jusqu'au 30 juin. 30 juin, poste 4. Il est pas mal. Non, je sais pas. Je pense qu'il doit partir dans pas longtemps. Dans les jours qui arrivent, je crois. Il doit partir. Je sais pas où, ou je peux pas vous dire où, mais il va partir. Aucune idée. Visiblement, il voyagera en tout cas. Il pourra pas y aller en voiture. Non, c'est bien d'avoir un joueur comme lui. Voilà, entraînant. Bon, l'idée c'est toujours d'avoir l'effectif le plus tôt possible, mais c'est pas de recruter pour recruter. On a quand même en 11e homme prévu cette année Hugo Megnandi, qui me semble a montré de bonnes choses aussi en fin d'année dernière. Donc si on ne trouve pas la personne qui nous correspond, on patientera. Et puis peut-être qu'on l'a trouvée et qu'elle arrive demain, mais peut-être pas.